Bonjour. Bonjour à tous. Alors, donc là, on va faire une conférence sur l'hypersensibilité. Petite question, est-ce que vous avez pleuré dans les 2 derniers mois qui viennent de se passer? C'est une bonne chose. On entend un peu trop parler des émotions dites positives et des émotions dites négatives avec un peu une injonction qu'on nous met, qui est de dire qu'il faut toujours être joyeux, toujours être positif, etc. C'est clairement très mauvais. C'est très mauvais parce qu'il faut savoir que lorsque vous pleurez, c'est le meilleur anti-stress qui existe au monde. Les gens qui pleurent régulièrement peuvent vous le dire qu'après avoir eu une grosse crise de larmes, souvent on se sent beaucoup plus détendu après. Donc on va quand même commencer par le début. Aujourd'hui on va parler de l'hypersensibilité de nos enfants, mais aussi si vous êtes hypersensible, vous pouvez vous reconnaître dedans. Je tiens à préciser un truc, c'est que là j'ai donné des exemples. Il est possible que des fois vous reconnaissiez, vous ou certains de vos proches dans ces exemples, ou alors certains exemples ou des fois sur tout le long. Ça va dépendre des fois des cas, c'est aussi dans tous les cas. Donc je suis Morgane Founiès, je suis art thérapeute et praticienne Reiki. Là on va parler surtout de psychologie. Alors l'art thérapie c'est la psychologie par l'art. L'art plastique je m'en sers comme outil. Au lieu de venir dans mon cabinet et de s'asseoir face à moi et de parler, on va utiliser l'argile, le dessin, la peinture, la musique pour régler les traumas que vous avez pu avoir dans votre vie, vous régler les soucis de manière ludique mais quand même très efficace parce que justement on arrive de manière plus détendue, on n'est pas obligé de se livrer, de parler, on peut arriver de manière plus détendue mais de toute façon en s'attaquant quand même aux problèmes profonds. Donc ce que je vous propose pour la conférence, on parle d'hypersensibilité et après je répondrai à toutes vos questions. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Petite précision, je vous ai mis en bas les réseaux sociaux sur lesquels je suis présent. Je donne beaucoup de conseils gratuits dessus. Minimum 5 conseils par semaine, donc voilà, si ça vous intéresse de me suivre. Alors je vous présente Alix. Alors pourquoi un petit garçon qui s'appelle Alix? Parce que j'ai fait mon slide sur Canva et que je voulais voir différentes expressions et c'est le petit garçon le plus standard que je fais. Donc ça va être un petit garçon qui s'appelle Alix. Alors Alix, il est hypersensible, mais il n'est pas seul à être hypersensible. Une personne sur 5 hypersensible. Vous imaginez, c'est beaucoup. C'est beaucoup de monde. L'hypersensibilité, c'est pas une pathologie. L'hypersensibilité, c'est un trait de caractère. Donc ça ne peut pas se mesurer. C'est pour ça que vous ne pouvez pas aller voir un professionnel de santé en disant « Allez, faites-moi un protocole pour voir si je suis hypersensible ». Vous allez le savoir si vous êtes hypersensible. En tant que parent, on le sait, on le sent quand les enfants sont hypersensibles, mais ça ne se mesure pas. C'est un trait de caractère. Donc, juste, est-ce que vous savez à partir de quel âge on atteint une maturité émotionnelle? Combien? 7 ans? Quelqu'un d'autre a une idée? 4 ans? Allez-y, n'ayez pas peur. 11? 20 ans? Ben en fait, il n'y en a pas. Je vous ai piégé, ouais. C'est pas cool. On est d'accord. Il n'y en a pas. En fait, quand on travaille beaucoup sur soi et qu'on fait tout un travail sur soi, on peut atteindre une moyenne de maturité émotionnelle entre 30 et 40 ans pour les femmes, 40 ans, 50 ans pour les hommes. Alors pourquoi c'est un peu plus tard pour les hommes? Parce qu'ils travaillent moins sur eux. C'est pas génétique, c'est juste que les femmes, c'est un peu plus ancré dans notre tête qu'on va travailler sur nous, on va essayer de travailler sur nous pour être plus heureux et les hommes ont plus de mal, c'est pour ça que ça arrive un peu plus tard. Mais il y a des personnes qui n'ont jamais de maturité émotionnelle. Parce que le cerveau évolue en permanence tout le long de notre vie. Et donc ce mythe de dire oui, cet enfant n'a pas la maturité émotionnelle, mais peut-être qu'il n'aura jamais en fait. Parce que son cerveau va sans cesse évoluer et c'est comme ça. Donc voilà. Alors Alix n'est pas seul à être hypersensible. On a Barack Obama, président de la République, hypersensible. Frank Einstein, hypersensible. Emma Watson, donc actrice, qui est aussi entrepreneur, c'est une femme qui a fait de grandes études, hypersensible. Et la dame que vous voyez qui s'appelle Jane Goodall, alors elle est ethnologue, anthropologue britannique. Alors pourquoi je suis allée
cherché cette dame et qui n'est pas forcément connue. C'est l'idée de montrer que votre enfant, il peut être hypersensible et faire de très grandes études et devenir quelqu'un de très connu, comme électricien, plombier, enfin voilà. Il peut faire tous les métiers, mais il faut montrer qu'il n'y a pas de... ça ne va pas être un handicap dans sa vie. C'est un trait de caractère. Alors à côté de lui, on a Emma, qui est sa copine. Alors Emma, elle est sensible, elle n'est pas hypersensible. Quelle est la différence? Ben, en fait, Emma, quand elle est triste, elle arrive à se raisonner. Elle arrive à se dire, bon, ben là, je suis triste. Ok, je suis triste pour toi. Bon, allez, c'est pas grave, ça va passer. Alix, il n'arrive pas à se raisonner. Alix, quand il a de la tristesse, c'est comme s'il était sur la plage et qu'il y avait une grande vague qui lui venait dessus. Et se sent submergé. Et on ne peut pas contrôler l'hypersensibilité. On ne peut pas contrôler les émotions. Tandis que la sensibilité, on peut prendre du recul par rapport à ces choses-là. Il y a aussi que Emma va pouvoir, elle va moins réagir aux stimuli sensoriels. Tandis que Alix, il va de suite réagir un peu tout à tout ce qui se passe autour de lui. Donc voilà la différence entre les deux. Alors pourquoi c'est important d'accompagner vos enfants? Parce que un enfant qui va être bien accompagné, qui va être soutenu, qui va être écouté, qui va être aimé, va grandir plus fort. Je prends souvent cette métaphore de l'arbre. Si vous voulez faire pousser un arbre, mais que vous mettez dans une mauvaise terre, vous ne mettez pas d'eau en vous disant je vais l'endurcir, je ne raconte pas les dégâts, bonne chance pour que ce soit un arbre fort. Par contre, si l'arbre, vous mettez une bonne terre avec de l'eau, vous en prenez soin, il va grandir très fort et très puissant. Les enfants, c'est la même chose. S'ils se sentent aimés et soutenus, ils vont se dire quoi que je fasse dans la vie, mes parents seront là. Je serai aimé, je serai soutenu. Donc ils vont oser construire des projets, ils vont oser aller de l'avant, ils vont oser prendre des risques, ils vont oser aussi s'éloigner de leurs parents et déménager, aller loin dans leur vie parce que pas de problème, mes parents sont là et ils m'aiment. C'est pour ça que c'est super important de faire un cocon familial doux pour vraiment leur faire comprendre tout ça. Alors là, on est dans les caractéristiques de l'hypersensible. Alors comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous allez reconnaître votre enfant ou vous dans toutes les caractéristiques et peut-être que ça sera dans 2 ou 3. C'est pas, voilà, il n'y a pas de règle. Donc, on a les réactions émotionnelles intenses. Ça, vous l'avez compris, ils ne contrôlent pas les émotions, on se sent submergé. Il y a la sensibilité sensorielle. Alors peut-être que vous avez eu ça. Votre enfant, il ne veut pas mettre le pantalon bleu parce que ça le gratte et les pantalons noirs, ça va. Et vous ne comprenez pas la différence. Mais lui, il sent la différence au niveau texture. Et ça le gêne. On a l'empathie profonde. Et votre enfant va voir un autre enfant pleurer, il va se mettre à pleurer. Il voit une personne rire, être heureux. Mais vous allez vous voir rire, heureux. Et vous dites, mais pourquoi? Mais non, parce qu'il y a son copain qui est comme ça. Et il ressent toutes ses émotions. On a la préoccupation pour la justice. Alors un enfant hypersensible, s'il voit quelque chose d'injuste, ça va le bouleverser. Ça va vraiment il va avoir vraiment du mal à le supporter. J'en suis où? La réaction physique, merci. Donc aux textures, on en a parlé tout à l'heure. Non, je sais pas. Ah là là, si je me perds, on va pas s'en sortir. Alors oui, je sais pourquoi j'avais marqué ça. Parce que les enfants, quand ils sont hypersensibles, ils peuvent vous dire je suis stressée, j'ai mal au ventre, j'ai mal aux pieds parce que je suis fatiguée, et vous dites d'accord, ok, mais parce que ils sentent les traductions du stress et de l'anxiété dans leur corps. Ils sont très très sensibles à ça. Là où nous, on va dire je suis stressée, j'ai mal au ventre, un enfant hypersensible va avoir des réactions dans le corps et il va souvent avoir des douleurs. J'ai mal là, j'ai mal ici, là j'ai mal, j'ai le bouton qui me fait super mal et vous ne comprenez pas, mais parce qu'il est très sensible à ces choses-là. Un enfant hypersensible aussi a besoin de solitude et de temps calme. Il y a ce besoin de s'isoler parce que justement, comme il est très réactif à l'environnement, aux émotions des autres, il a besoin de s'isoler pour justement mettre une pause. Là où une personne sensible arrive à prendre du recul, l'hypersensible ne pourra pas.
Et il reçoit tellement d'informations que des fois, il a besoin de se mettre dans son coin avec un livre, dans son univers, pour vraiment se poser et pour calmer tout ça. Et enfin, la créativité, on en reparlera plus tard. Beaucoup d'artistes sont hypersensibles. On va y revenir là-dessus. Alors, d'où vient l'hypersensibilité? Ça peut venir d'un facteur biologique. Si vous avez des parents hypersensibles, des grands-parents hypersensibles, bon, ben, votre enfant est hypersensible. Voilà, c'est dans les gènes, il y a ce facteur-là. Il y a les facteurs environnementaux. La vie. Si votre enfant a un camarade de classe qui est malade, ça va le faire devenir hypersensible. Il est hospitalisé. Il voit un événement qui va le marquer, ça va développer son hypersensibilité. Donc, autrement dit, beaucoup de choses. J'explique une personne sur 5. Et enfin, le dernier, c'est vraiment les facteurs psychosociaux, c'est au sens où l'enfant vient de naître, il est tout petit, les parents se séparent. L'hypersensibilité. Donc vous voyez à quel point peu de choses peuvent déclencher l'hypersensibilité, c'est pour ça qu'il y a une personne sur 5, et c'est pour ça que surtout il ne faut pas culpabiliser en se disant « mince, c'est parce qu'on s'est séparés que mon enfant est hypersensible ». Non, votre enfant est hypersensible, vous êtes séparés, mais peut-être qu'il serait devenu hypersensible parce qu'il aurait vu un truc à l'école qui le rend hypersensible. Voilà. C'est des choses, c'est le hasard de la vie, c'est pour ça qu'il y a une personne sur 5, c'est pour ça qu'il y a tant de personnes hypersensibles. Alors, l'impact sur l'école et le succès académique. Alors, le succès académique, je veux dire que c'est le succès de la manière dont on le voit dans la société. Comment ça va impacter? Alors, je vais vous parler de la petite Zoé, que les parents m'ont amenée à dîner, parce que la petite Zoé ne voulait pas aller à l'école parce que ça l'a fatiguée, l'école. Alors, je sais que ce que vous dites en tant qu'adulte, oui, mais moi, ça me fatigue le travail. On est bien d'accord. Mais en fait, pourquoi ça la fatigue? Parce que justement, elle reçoit beaucoup d'informations à l'école. Et donc, il a fallu travailler avec elle pour voir comment on pouvait trouver des astuces pour qu'elle puisse souffler de temps en temps, pour qu'elle puisse prendre du recul et ne pas avoir toutes ces informations qui la submergent en permanence. Donc, à l'école, il y a évidemment des émotions qui sont accrues. Parce qu'évidemment, on n'est plus dans la maison, on n'est plus dans le cocon, et donc on ressent encore plus des émotions que d'habitude. Il y a du coup la réaction émotionnelle qui est encore plus prononcée. Là où à la maison, un enfant va se mettre en colère pour une petite chose, parce qu'il est hypersensible, et à l'école, ça va être encore plus, parce que justement, elle est l'extérieur, donc ça le fatigue. Il y a les besoins émotionnels non satisfaits. Mais oui, à la maison, il y a un peu de tristesse, on va voir le frère, la sœur, les parents, et là, il n'y a pas. Donc du coup, c'est encore un élément plus fatigue. Il y a aussi le fait que les personnes hypersensibles sont sensibles aux critiques et aux échecs. Et à l'école, il y en a plein. Donc la maîtresse ou le maître n'a pas forcément le ton, la pédagogie pour dire « Alors oui, tu t'es trompé, mais pas grave, regarde tout ce que tu as fait. » Et puis un enfant hypersensible, par exemple, il a 9 sur 10 à un examen, il va voir l'endroit où il s'est trompé. « Ah, mais là, je me suis trompé, j'aurais pas dû. » Et le maître va lui dire « Là, tu t'es trompé. » Mais le maître aura beau dire sur tout ça, c'est super, l'enfant hypersensible va entendre « Ah, là je me suis trompé ». Déjà en temps normal, la plupart des gens font ça. Pour l'hypersensibilité, c'est accru. Donc évidemment, ça les fatigue. Il y a aussi le stress et l'anxiété. Quand les enfants déjà peuvent stresser à l'école, les hypersensibles, ça s'est multiplié. Il y a évidemment le fait d'avoir du mal à réguler les émotions, et d'être en permanence bousculé dans ses émotions. Il n'y a pas de pause à l'école. Là où à la maison, on peut se réfugier. Il y a aussi la surcharge sensorielle. Là, les personnes non hypersensibles ne le captent pas forcément, mais l'hypersensible va dire « Ah, la chaise, elle est froide. Ah, il y a un petit courant d'air. Ah, il y a un oiseau dehors. Et puis il y a une maîtresse. Et puis il y a l'enfant qui joue avec son stylo. » Et tout ça, ça fait beaucoup d'informations. Et donc, ils se retrouvent surchargés par tout ça. Perfectionniste autocritique. Alors là, les enfants hypersensibles, c'est plus. Ils se loupent pas. Ils sont pas très sympas avec eux. C'est-à-dire qu'il y a des gens, en normal, la plupart des gens sont pas forcément sympas avec eux. C'est un travail sur soi pour être gentil avec nous-mêmes. Mais les enfants hypersensibles, alors,
ils sont vraiment pas très gentils avec eux. Bah, oui, mais moi j'aurais dû faire comme ça, j'aurais pas dû parler comme ça, parce qu'ils ont conscience de tous les impacts et de toutes les choses qui peuvent se passer autour, et même pour les examens, etc. Et donc ça fatigue encore plus. Et donc aussi, beaucoup de créativité qui aussi peuvent se plier, parce que du coup ils vont avoir plein d'idées. Donc le cerveau est encore plus. Émotion, cerveau, tout ça, ça fatigue beaucoup au niveau de l'école. Au niveau des interactions sociales, alors c'est pas facile pour les hypersensibles parce que il y a toujours la peur de se confronter au monde extérieur. Pour créer des liens, c'est compliqué. Parce que évidemment, il y a l'anxiété sociale qui est la peur d'être jugé. Et si je dis ça, comment je vais être perçu? Et si je fais ça, comment je vais être perçu? Il y a ce stress-là qui est plus intense, les hypersensibles. Il y a la difficulté de communication. Parce qu'évidemment, ils ont beaucoup d'informations en eux, ils sont à l'extérieur, ils reçoivent des informations, et donc là, en plus, il faut que je m'exprime. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire ça, ouais, mais en même temps, je ressens ça. C'est très compliqué d'analyser tout ça. Réaction exagérée, évidemment. Qu'est-ce que les autres peuvent penser? Ah, mais pourquoi tu t'énerves pour ça? Oh là là, mais tu peux pas te relaxer. Ils peuvent pas contrôler les pauvres, et donc, ben oui, ils entendent des petites réflexions de encore, calme-toi, mais ça va. Et oui, mais bon, ils ne peuvent pas les contrôler, les pauvres. Ils sont sensibles aussi aux dynamiques sociales, par exemple. S'ils sont dans un groupe et qu'il y a une tension entre deux personnes, ils vont le sentir plus que les autres. Et donc, ils le sentent, et du coup, ben, ils ne le vivent pas très bien, parce qu'en plus, ils ont de l'empathie. Et c'est compliqué pour eux d'être dans l'empathie, parce qu'en fait, ils ressentent en permanence les émotions des autres. Ça va être ça. Donc, ils sont dans un groupe, ils voient deux personnes qui se disputent, et qui sont pas forcément qui se disputent, mais qui sont en tension. Ah oui, mais lui, il vit mal. Ah aussi, elle vit mal. Plus les émotions eux-mêmes qu'ils ressentent. Voilà. Tout ça, ça peut amener de l'anxiété sociale. Bon, maintenant que je vous ai bien fait peur de l'hypersensibilité, hein, on va quand même parler des avantages. Oui, parce qu'il y a de super choses dans l'hypersensibilité, et souvent, surtout en tant que parent, quand on voit son enfant en colère, son enfant triste, et souvent on se dit, oh mon Dieu, mais comment il va faire plus tard? Ne vous inquiétez pas, ça va aller, il y a de super avantages. Déjà, le fait qu'ils soient empathiques, c'est très agréable dans les liens. Parce qu'en fait, les gens se sentent écoutés avec des hypersensibles. Quand ils se confient à une personne hypersensible, ils sentent que la personne ne fait pas semblant, qu'elle ressent ce qu'elle ressent. Et ça, c'est très, très beau. La créativité, on en parlait. Alors, pourquoi la créativité? Parce que les hypersensibles, en fait, sont plus créatifs, parce que comme ils ont plus d'informations, mais ils ont plus d'idées au niveau de créativité. C'est pour ça qu'il y a plein d'artistes qui sont des hypersensibles, parce que justement, ils peuvent avoir beaucoup d'idées au point de vue créatif. Les hypersensibles aussi sont plus touchés par les œuvres. Quand ils vont sentir des émotions que les autres ne sentent pas. Et alors ça, c'est un pouvoir magique que je ne cache pas, j'adorerais l'avoir. Je trouve ça magnifique. Et c'est très très beau à avoir. Il y a aussi l'observation attentive. Alors, je ne sais pas si vous avez vécu ça avec vos enfants, mais vous allez chez les grands-parents, l'enfant va remarquer le petit objet qui a changé de place alors que vous n'avez jamais remarqué cet objet. Ils ont une observation absolument dingue. Et ça peut être aussi une grande qualité parce que ça va leur permettre d'aller dans des projets de manière un peu plus profonde, de plus avancée. Et voilà, c'est une très belle qualité. Et enfin, toute cette profondeur émotionnelle qu'ils ont, ça va leur servir des expériences hors du commun par rapport aux personnes sensibles. Comme ils sortent plus de choses, ils vont avoir plus de souvenirs, ils vont avoir des projets beaucoup plus puissants, beaucoup plus profonds, qui vont leur marquer plus tard. Donc maintenant, comment les accompagner? Vous êtes là pour ça, on ne veut pas se mentir. Alors, vous voulez tout savoir? Je vais faire de mon mieux. Hein. Il n'y a pas non plus de 3 heures, mais je vais faire de mon mieux, promis. Alors, l'idée, c'est de créer un environnement sécurisant. Alors, je vais vous montrer un petit truc. C'est un tableau que vous pouvez faire pour les enfants. Alors, pour un enfant qui a entre 8 et 9 ans, vous pouvez faire avec rien qui dessin pour les plus jeunes. L'idée de faire un emploi du temps, ça les rassure. Parce qu'ils se disent, ok, alors à telle heure, je vais me doucher. Alors ça les rassure et en plus ça les rend plus autonomes. Donc ils sont super contents, ils sont fiers. Et vous pouvez leur présenter en disant, alors regarde, on a fait un emploi du temps. Quand c'est l'heure, tu vois, tu dois faire ça, je te fais confiance, ça c'est grand. Alors ils sont super contents parce
ils sont plus autonomes. Et en plus, ça les rassure parce qu'ils savent exactement quel jour, à telle heure, on fait telle chose. Et ils ont leur petit rituel. Ça les rassure, les hypersensibles, que ça c'est une chose en moins à penser parce qu'au moins ils s'organisent, ils ont tout ça planifié. C'est extrêmement rassurant pour eux. Vous pouvez leur fournir un espace personnel, c'est-à-dire que ce soit un endroit dans la chambre, un endroit dans le salon, un petit coussin, un livre, etc., pour qu'ils puissent vraiment se retrouver par moment, avec un livre, avec le doudou, etc. Ça va vraiment les rassurer d'avoir un petit endroit cocooning. Il n'y a pas besoin que ce soit très grand, mais un petit espace. Ça peut beaucoup les aider. Éviter les critiques et les jugements. On a vu que j'étais très vulnérable à tout ça. Si par exemple vous dites à votre enfant range ta chambre, vous arrivez, la chambre n'est pas rangée, on a tous connu ça, n'est-ce pas? Au lieu de dire aïe aïe aïe, ça vient de ranger la chambre, vous pouvez leur dire c'est bien, je vois que tu as bien rangé ta chambre, mais je sais que c'est un petit malin, je suis sûre que tu peux faire mieux là. Et bien on cherche comment on pourrait ranger encore mieux que ça, faire un truc super. Et vous les laissez proposer. Et à chaque fois, ils proposent des trucs, ouais, c'est bien, ça m'a d'autres idées comme ça, et le valoriser dans ce truc-là. Alors je sais qu'après une journée de travail, c'est pas évident d'avoir cet état d'esprit, je le comprends. Après une journée de travail, des fois on a envie de dire, s'il te plaît, je te dis de ranger ta chambre, fais-le, quoi. Mais le fait d'être dans l'encouragement, dans le côté positif, ça va encourager votre enfant à le faire de lui-même et avancer de lui-même. Et ça, voilà, ça va être dans un état d'esprit cocooning qui est important pour votre enfant à la maison. N'hésitez pas à mettre des limites claires et bienveillantes. On pense souvent que oui, un enfant a besoin d'amour, de s'épanouir, de douceur, ça c'est sûr, mais si vous ne mettez pas de limites, c'est une catastrophe, mais pour les enfants en général. Par exemple, si vous allez faire les courses, dire à votre enfant, on va faire les courses, aujourd'hui je n'achète rien, parce que simplement au niveau financier on ne peut pas le faire, parce que il n'y a pas besoin, mais vous y tenez, vous expliquez avant avec douceur et gentillesse, mais vous y tenez. Le fait de mettre des limites claires et bienveillantes, ça va rassurer votre enfant en se disant d'accord, si mes parents disent ça et qu'ils s'y tiennent, alors je peux compter sur eux. Des piliers assez costauds, je vais pouvoir compter sur eux. Et donc ça va les rassurer, et en même temps, ça va leur mettre des limites, ça va vraiment les rassurer, et le fait que vous parliez avec bienveillance, ça met de l'amour aussi, et l'amour et les deux sont vraiment importants. N'hésitez pas à expliquer aux autres membres de la famille. Après, je vous donnerai des astuces pour expliquer aux autres membres de la famille, mais leur dire, ben voilà, cet enfant est hypersensible, tu peux t'y prendre comme ça pour les accompagner et expliquer aux autres membres qui sont les enfants chez les grands-parents, etc. Ils ne savent pas toujours, et c'est important aussi d'expliquer toutes ces choses-là, et aux autres enfants aussi. Et n'hésitez pas à créer un environnement adapté. Si votre enfant vous dit ce drap gratte un peu, je sais que pour vous, bon, je ne vais pas changer tous les draps, mais on peut en trouver l'occasion peut-être, trouver des astuces pour que ça soit plus doux. Plus ça sera doux à la maison, plus votre enfant sera bien et épanoui aussi à l'extérieur et sera moins stressé à l'extérieur. Donc tout ça, c'est des astuces pour que votre enfant puisse vraiment s'épanouir après. Accompagner leurs émotions. N'hésitez pas à passer des moments vraiment j'ai marqué qualité, mais ça ne me plaît pas tellement, mais des moments de douceur avec vos enfants. Faites un puzzle avec eux, des jeux de société, c'est-à-dire un moment où l'enfant va pouvoir, vous allez faire une autre activité, mais il sait que tiens, régulièrement on fait des puzzles, donc là ça va être un moment où je vais pouvoir m'exprimer, donc je vais pouvoir en parler, donc ça fait un espace où votre enfant va pouvoir relâcher la pression et donc vous confier des choses. Et ça, c'est vraiment nécessaire de créer ce moment-là. Alors ça peut être, pendant que vous faites un puzzle, cuisiner ensemble, voilà, c'est à vous de voir un peu ce qui peut plaire à votre enfant, dessiner ensemble, faire une balade, mais des moments réguliers dans lesquels vous pouvez vous retrouver qui peuvent être apaisants. Pratiquer l'écoute active. Alors l'écoute active, ça veut dire quoi? Imaginons votre enfant vous dit je suis en colère. D'accord, je suis en colère, je comprends bien. Dis-moi pourquoi je suis en colère. Je suis en colère parce que ma voiture est abîmée. Ah, je comprends, oui. Être en colère, la voiture abîmée, oui. En effet, je comprends ta colère. De reformuler les phrases pour lui montrer que vous avez bien compris ce qu'il disait, ce qu'il ressentait, et que vous l'accompagnez dans ces choses-là. C'est super important pour lui. Et enfin, n'hésitez pas à l'encourager à exprimer les émotions. Si tu es en colère pour ta voiture, viens, on va prendre le coussin, on va crier dessus. Tu veux que je te montre? Allez, regarde, moi je crie dessus.
Ah, j'ai pris un bon coup dans mon coussin. Allez, à toi, crie. N'hésitez pas à laisser sortir les émotions. Si tu as envie de pleurer, est-ce que tu veux mes bras pour pleurer? Je suis là. Vas-y, pleure. L'enfant, en trouvant vos bras pour libérer ses émotions, va pouvoir vraiment se retrouver encore dans métaphore, on se retrouve dans la métaphore de l'arbre encore. On se retrouve dans la famille où on relâche tout. Il y a mes parents, je peux y aller, je peux pleurer, je peux lâcher. Et après, à l'extérieur, c'est un petit peu de problème. L'aider à la relaxation. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous mettre au yoga pour le détendre. Il y a d'autres techniques, je vais vous en donner d'autres. On peut faire la respiration profonde. La métaphore du ballon, pour les enfants, ça marche bien. On gonfle le ventre comme un ballon, on inspire, on le dégonfle, on expire. C'est une méthode assez simple. Il y a des applications aussi qui aident les enfants à faire cette respiration. Avant de se coucher, ça peut être pas mal. Il y a la concession corporelle, qui est, personnellement, je trouve ça vraiment très intéressant. C'est-à-dire qu'au moment où votre enfant est couché, vous le faites soit avec les mains, soit avec une balle, et vous descendez, vous allez des pieds à la tête, et vous remontez en appuyant avec vos mains sur le corps. L'enfant va avoir l'impression de rentrer complètement dans le matelas. Et vous faites le devant, puis derrière. Ça va l'aider vraiment à se relaxer juste avant de s'endormir, et vous allez voir, il y a quelque chose où tout le corps se relâche. Vous pouvez l'encourager aussi à l'auto-observation. Alors des fois, il va vous sortir des drôles de choses. Si en colère, où est sa colère? Le genou. Ah, d'accord, très bien. Bon, ben ok. Alors on va envoyer de l'air au genou, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que la colère a besoin de pause? Et l'accompagner dans la libération de cette colère qui a décidé de se mettre au genou. Et enfin, vous pouvez l'amener voir une thérapeute. Je sais que vous l'avez vu venir. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, une thérapeute, déjà, c'est une personne extérieure à l'enfant. Donc, lorsque je pense qu'on a tous vécu en couple, vous savez, vous dites quelque chose à votre compagnon ou à votre compagne, vous n'écoutez absolument pas, et un jour, un copain dit la même chose, et là, elle écoute. C'est pareil pour les enfants. Et en plus, si vous dites aux enfants, on va voir une thérapeute, l'enfant va écouter d'une autre oreille. Et comme, voilà, moi, je suis art thérapeute, donc on travaille l'art plastique et les dessins, l'enfant voit ça comme un jeu, et donc on va pouvoir travailler sur les émotions et l'aider à trouver un moyen de se réfugier quand il est lecteur pour se mettre en sécurité et pour apaiser ses émotions quand il est à l'extérieur. L'autre chose, on pratique la communication ouverte. Ça veut dire qu'on va trouver un endroit sûr pour s'exprimer. Ensuite, on va pratiquer l'écoute active, ce que je vous disais tout à l'heure. On répète ce que l'enfant dit pour l'accompagner, pour lui montrer qu'on a bien compris. On valide ses émotions. Je comprends ta colère. Je comprends complètement ta tristesse, j'aurais la même à ta place. Pour lui montrer que c'est ok, tu as raison de tout ressentir. On utilise un langage clair et bienveillant. Voilà, évidemment, on ne va pas utiliser un vocabulaire que l'enfant ne comprend pas, sinon, c'est pauvre, ça va être compliqué. Essayer de favoriser un dialogue régulier. Alors, je sais que quand on travaille beaucoup, être là quand l'enfant a besoin de parler, alors qu'on a la bouffe à préparer, qu'il y a le linge à étendre, qu'en plus on doit donner un coup de téléphone, qu'il y aurait un coup de ménage à faire, s'asseoir 2 minutes pour écouter l'enfant, c'est compliqué. Mais bon, est-ce que c'est vraiment grave si on ne donne pas de coup de balai alors que l'enfant a besoin de parler et de se réfugier? Bon. Essayez d'être là quand l'enfant a besoin de parler ou de dire dans 5 minutes je suis à toi, mais essayez quand même de vous libérer quand l'enfant a besoin de décharger ça. Vous pouvez, alors ça marche surtout pour les plus petits, utiliser des supports visuels. Il y a par exemple des petites poupées où vous pouvez scratcher des émotions sur le visage de la poupée. Comment tu te sens? Allez hop, mets le sourire, mets la colère. Pour les plus petits, c'est super. Essayez de respecter les besoins de l'enfant en communication. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure de quand l'enfant a besoin de parler, mais aussi il y a des fois où les enfants ont besoin au contraire de silence. Et vous êtes disponible, vous dites pas là, tu me racontes ta journée d'école? Ben là non, pas le moment. Vous savez pas pourquoi, votre enfant n'a pas envie de ça. Il a envie de rester dans sa bulle. Bon, ben tant pis. On respecte. Vous étiez dispo, mais votre enfant n'a pas envie. C'est très bien ainsi, il a besoin peut-être de souffler. Et enfin, encouragez-le parce que souvent il peut avoir peur des émotions des autres enfants.
Et dire, d'accord, oui, je comprends, c'est triste parce que ta copine a pleuré. C'est normal, c'est parce que tu l'aimes, c'est très beau. Et ne pas dire, c'est pas ton problème. Non, c'est pas grave. Parce que de toute façon, si vous lui dites, c'est pas toi, c'est ta copine, il va renier ses émotions, mais ça va être encore pire. Tandis que vous lui dites, oui, je comprends, c'est triste par rapport à ta copine, il va accepter son émotion et du coup, elle va rester moins longtemps à vie. Les émotions, c'est comme ça. Hein. Si vous ne les acceptez pas, elles restent en vous. Par contre, si vous les acceptez, vous les digérez, et puis elles finissent par s'envoler. Et l'école. C'est un dossier, l'école. Hein. C'est pas évident. Alors, ce que je vous conseille, c'est de voir avec l'institut, avec les directeurs, directrices, etc., pour expliquer que oui, votre enfant est hypersensible et expliquer comment votre enfant fonctionne. Il y a toujours des réunions sur son primaire avec les inscrits en début d'année. N'hésitez pas à essayer d'expliquer ça à l'institut. Le fameux doudou. Alors, ça, je sais que c'est un dossier, oui, mais mon enfant est trop grand pour avoir un doudou. Je vous l'annonce, vous avez tous des doudous, hein, même en tant qu'adulte. Alors, ça peut être l'amoureux, l'amoureuse, le téléphone, la cigarette, la papoteuse, les petits papiers qu'on se trimballe partout, le porte-clés. On a tous des doudous. Sauf que quand on est adulte, on retrouve son chéri, sa chérie en fin de journée. On le sait. On a la notion du temps ou alors on prend le téléphone, on l'appelle, je sais pas ce qu'il m'a rêvé. Et juste le fait de lui dire, même s'il décroche pas, ça nous fait du bien. Les enfants, c'est une peluche. Donc, si votre enfant a envie d'amener un doudou à l'école, même au collège, on s'en fout. Qu'ils le fassent. Du moment que ça leur assure, laissez-le avec son doudou. Essayez de voir l'institut qui peut mettre des routines prévisibles. Parce qu'évidemment, ça va rassurer votre enfant. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'en début d'année, l'institut prend un quart d'heure, une demi-heure, pas plus, pour parler de la sensibilité. En classe, ça peut être très bien, parce qu'au moins, ça va sensibiliser les autres enfants à ça, et ça va permettre aussi à votre enfant de moins se sentir seul dans la classe. Et donc banaliser en disant, oui, il y a d'autres hypersensibles, il y a un enfant sur 5, et donc regardez toute la classe, imaginez le nombre de personnes que vous êtes, ça va rassurer, ça va faire comprendre à votre enfant que non, il n'est pas différent des autres. Une personne sur 5, c'est beaucoup. Et donc ça va vraiment l'accompagner pendant notre grande année, et les autres enfants comprendront tout ça. Et un quart d'heure, 20 minutes, il n'y a pas besoin de plus pour des enfants. Et voyez aussi si elles peuvent créer un endroit un peu sûr pour l'enfant. Alors, ils sont surtout en maternelle, où il y a des petits ateliers. En primaire, c'est un peu plus compliqué, je ne parle même pas au collège, je sais pas. Mais si votre enfant peut trouver un endroit où il peut se réfugier. C'est le plus compliqué à mettre en place en classe, ça je ne le cache pas. Parce qu'évidemment, il n'y a pas forcément la possibilité de le faire. Et si vous laissez un enfant se lever en plein milieu d'un cours pour aller lire, si tous les enfants font ça, les parents, je les plains. Donc, bon, c'est le plus compliqué, mais bon, essayez de voir quand même ce que vous pouvez. Je vais m'attaquer au point le plus important. Alors, je sais, ça vous parle bizarre, je préviens quand je vais vous montrer, mais c'est très important. C'est vous. Je vois des parents qui me disent « Oh, mon enfant fait 2 activités. » Et quand je leur dis « Et vous ?»« Ah ben, je ne fais pas d'activité. Je n'ai pas les sous, je n'ai pas le temps. » Votre enfant ne peut pas être heureux si vous n'êtes pas heureux. C'est impossible. Des éponges, les enfants. Donc, prenez du temps pour vous. Un enfant peut comprendre que oui, là, à la rentrée, tu vas faire une activité parce que moi, j'ai besoin de faire une activité. Là, ce soir, moi, je sors avec mes amis. C'est pas moi qui te garde, je sors, j'ai besoin de prendre l'air. L'enfant peut l'entendre et en plus, ça lui apprend le partage. Ça lui apprend aussi qu'il prend conscience que, ben oui, les parents sont des humains avec des émotions et ils ont besoin de prendre soin d'eux. Surtout, ne vous oubliez pas. Et je vois aussi des gens qui viennent me voir à la base pour leurs enfants. Je viens vous voir parce que mon enfant a un problème et quand je parle avec eux, je dis non, c'est vous. On va travailler avec vous d'abord. Parce que si vous travaillez sur votre enfant mais que vous n'avez pas réglé vos traumas, vos difficultés, etc., ça va être contre-productif. Ça va marcher. Donc ne vous oubliez pas. Faites un travail sur vous. Pensez à prendre soin de vous. Pensez à vous épanouir. Vraiment, c'est super important ce point-là. C'est le plus important. Si vous appliquez tout ce que je dis mais que vous ne prenez pas soin de vous, ça ne servira à rien. J'assiste beaucoup. Alors, si j'avais un seul livre à conseiller, ce serait celui-là. C'est un livre qui est des 7 jusqu'à 220 ans, si on arrive à lire à 220. Mais vraiment, c'est pour tout âge. C'est extrêmement bien fait, ce livre.
Il y a la médiathèque de I sur 7. Voilà, si vous ne voulez pas l'acheter, mais vous le trouvez sur Internet. Enfin, vraiment, il est très très bien fait. Parce que, en fait, pour les enfants, ça leur permet de comprendre ce qu'ils vivent, mais pour les ados aussi, quel que soit l'âge, c'est écrit de manière très simple, très ludique. Et c'est le genre de livre, par exemple, que vous pouvez donner aux grands-parents en disant, tiens, tu vas comprendre un peu ce que l'enfant vit. À la fin, il y a 2 pages pour expliquer aux parents comment accompagner les enfants. Bon, vu que vous avez assisté à la conférence, vous, ça sera peut-être pas forcément utile, mais pour les grands-parents, c'est pas utile. Mais surtout, l'enfant va voir les différents types d'hypersensibilité. Il va se reconnaître un peu dans celui-là, un peu dans celui-là, ça va lui faire du bien de s'en voir qu'à d'autres personnes. Il est très simple à lire, il y a plein d'images, c'est très bien fait. Et voilà. Et après, il y a plein de livres sur l'hypersensibilité, mais je dis, au lieu de vous noyer sur un tas de livres que vous pouvez trouver vous-même, je dis celui-là, quel que soit l'âge, il est super. Je ne sais pas où je suis au niveau de l'heure, ça va, je suis dans les temps. Je suis contente. Donc, en résumé, accepter qu'il soit hypersensible. Un hypersensible ne changera pas. Voilà, c'est un trait de caractère. Donc, accepter, soyez dans l'accueil, on n'endurcit pas une hypersensible. Une hypersensible a besoin de calme, a besoin de solitude, a besoin de se retrouver. Essayez d'anticiper un maximum des tâches, de l'accompagner un maximum dans ses émotions, dans son parcours de vie. Et voilà. Et pour rappel, évidemment, tout ce que j'ai dit pendant ces conférences, c'est des exemples. Votre enfant, vous l'avez reconnu peut-être dans des points. Il y a des choses que vous allez pouvoir mettre en application, d'autres non. On a tous nos vies aussi, c'est pas toujours évident. Et donc voilà, donc vous avez là mon site internet si vous voulez prendre rendez-vous, voilà, chez mon cabinet en fait. Je suis présente sur les réseaux sociaux, comme je vous disais, sur lesquels je donne des conseils. Est-ce que vous avez des questions? Non? Très bien, mais j'en ai pas de questions. Si j'étais claire, c'est super, tant mieux, il n'y a pas de souci. En tout cas, j'ai mon stand à côté, si vous voulez poser des questions de manière un peu plus intime, j'ai mon stand juste là. Je suis disponible si besoin. Voilà. Merci.